Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Transparence et bienvenue dans l'émission Touche pas mon compteur avec Maud Bigan. Bonjour Maud. Bonjour Florian. Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu différent, mais toujours en rapport avec les Linky, c'est l'augmentation des factures d'électricité d'EDF, aussi de surfacturation. Eh bien oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et le lien avec le démantèlement actuel du service public de l'électricité qui va justement précipiter encore un peu plus de gens dans la précarité énergétique, comme on va le voir. Je pense que beaucoup se plaignent d'une surfacturation. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils essaient de trouver. Exactement. Et puis, ouais. Alors vous avez déjà de toute façon des surfacturations liées à Linky, mais ça vient évidemment sur déjà une base de grande précarité énergétique au niveau national. On va le voir parce qu'il y a une augmentation très importante des factures d'électricité et de gaz depuis notamment la libéralisation du marché de l'énergie. Donc déjà je voudrais vous parler très très rapidement de cet exemple. Donc c'est dans le Rhône, c'est dans le Progrès, Dessines-Charpieu, c'est le nom de la ville. Sa facture EDF explose après la pose du compteur Linky, donc ça date du 3 avril 2019. Juste après alors. Voilà, et donc effectivement, oui, c'est une dame, donc Corinne Thévenet, parce qu'effectivement, elle dit, selon EDF, je suis passée de 10 400 kWh à 44 750 kWh. Elle n'a pas eu de changement dans sa Alors maison, si, rien justement, du tout. elle a eu un changement de Linky, c'est tout. Oui, juste ça. Voilà, du coup, la facture annuelle d'ordinaire autour de 1 900 € approche les 7 000 €. Corinne Thévenet, patronne du bar-restaurant La Mêlée à Dessines-Charpieu, a vu sa facture d'électricité quadruplée en un an. Pour elle, le problème vient de son compteur Linky posé 12 mois avant. Il y a une corrélation troublante. Voilà. Après, si elle n'a rien changé dans sa maison, ça peut venir que... Dans que son là, commerce, là, effectivement, oui, puisqu'on est au café. Mais effectivement, c'est ça question, l'idée. Alors bon, il y en a plein des cas comme ça. On fera une émission spécifique sur facturation, parce que là, on va faire plutôt une émission marché de l'électricité. Mais effectivement, des cas comme ça, malheureusement, il y en a plein. Et le souci, c'est que les gens ont bien du mal parfois à défendre leur bout de gras, je dirais, parce que il faut qu'on ne leur coupe pas l'électricité, mais pas qu'ils payent, parce que s'ils payent, ils ne reverront jamais leur argent. Est-ce qu'ils essaient d'éteindre plusieurs appareils pour savoir d'où ça vient, d'où ça peut venir, vraiment tout éteindre, puis suivre la consommation pour savoir... Il y a de tout, si tu veux, on y reviendra une autre fois, mais effectivement, tu as aussi des problèmes liés au courant porteur en ligne qui peut créer des générations de surconsommation dans les appareils à cause de variations de tension qui peuvent parfois être importantes. Donc, si tu veux, ça génère des surconsommations qui derrière peuvent faire que les appareils, même peut-être quand on n'a pas le Linky, peuvent déjà surconsommer un peu plus. Et puis, il y a parfois visiblement des problèmes. Visiblement, il y a des moutons noirs chez les Linky, ça semble assez clair, parce qu'il y a quand même des cas très extrêmes qui sont complètement corrélés à la pose du compteur. C'est pas normal, c'est vrai. Et puis, c'est un appareil modifiable à distance, rappelons-le, avec au niveau métrologique, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'Enedis peut modifier la capacité de comptage de l'appareil à distance. Ça, c'est vraiment pas normal pour un appareil qui est censé faire foi en cas de litige. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont lancé cette C'est un micro-ordinateur, le Linky. Donc, voilà, il est modifiable à distance, il est mis à jour à distance potentiellement, et cet aspect-là est également inclus dans cette mise à jour possible. Et donc on a des gens, effectivement, on en a déjà parlé, un Breton travaillant à France 3 dont on a parlé dans le passé, on pourra y revenir, qui s'était plaint du fait que, étrangement, sa surfacturation, elle avait eu lieu entre le moment où on avait posé le compteur Linky et quelques jours avant la visite du technicien Enedis accompagné du directeur régional Bretagne d'Enedis, et qu'après, tout d'un coup, sa surfacturation s'était effacée, entre guillemets, pour ensuite la période suivante. Donc il accusait le fait de pouvoir modifier à distance la capacité de comptage. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils peuvent modifier et mettre n'importe quoi au niveau de la consommation. Potentiellement, ils peuvent modifier la manière dont le compteur Linky compte. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même très important. Voilà. Alors effectivement, je vous parlais d'une grande précarité énergétique. Vous avez effectivement des personnes, beaucoup, qui sont dans des situations de détresse importante. On nous dit le médiateur de l'énergie alerte sur des risques accrus de coupure de gaz et d'électricité. Ça, c'est dans Le Figaro. Ça date du 15 mars 2017, donc déjà à l'époque. Vous avez effectivement d'autres cas, des fois extrêmes. Par exemple, là, c'était le 22 janvier 2017. À Toulouse, une octogénaire retrouvée morte chez elle, probablement
mouvement de froid. C'est Le Parisien. On nous dit la piste la plus probable est une mort à cause du froid, indique une source policière, donc côté Toulouse. Ensuite, nous avons des cas plus génériques. En fait, on peut dire que énergie, près de 12 millions de Français précaires. Ça, c'est aussi Le Figaro du 22 novembre 2016. Et le médiateur tire la sonnette d'alarme sur le fait qu'on a de plus en plus de cas, si vous voulez, de situations où les gens sont trop pauvres pour pouvoir payer leurs factures d'électricité. Du coup, finissent par avoir une restriction très importante de l'électricité. Donc ça évolue en quoi sens alors ? Ça augmente, effectivement. Donc, effectivement, quand on a ce genre de situation, on ne veut pas avoir des factures qui augmentent de façon énorme au niveau du marché de l'électricité et du gaz, d'ailleurs. Parce que je vous invite à regarder 2 excellents documentaires que vous trouvez sur YouTube. C'est des documentaires de Gilles Balbast. Alors, des documentaires qui vous en disent très long sur le marché de l'électricité, la manière dont on le démantèle, la manière dont on a privatisé finalement ce service public et dans la manière dont on va le voir maintenant, on est amené maintenant à le découper pour le vendre toutes les parties qui rapportent et mutualiser les pertes. Privatiser les gains, mutualiser les pertes, c'est toujours ce qu'on voit. On va y revenir. Ici, donc, les 2 documentaires s'intitulent EDF, les apprentis sorciers. Donc ça, c'est le premier, EDF, les apprentis sorciers. Et le deuxième, ça s'appelle Main basse sur l'énergie. Main basse sur l'énergie. Et donc, ce sont 2 documentaires que je vous recommande vraiment instamment de regarder. Vous les trouvez sur YouTube parce qu'ils sont très instructifs. Alors, on y apprend notamment, par exemple, que au cours de cette libéralisation du marché de l'électricité, où, rappelez-vous, on nous a dit on aura le choix du fournisseur. On s'en fiche d'avoir le choix, en fait. On veut simplement avoir de l'électricité quand on appuie sur le bouton et une électricité pas trop chère de préférence et fiable. Et sans facturation. Exactement, sans surfacturation. Et donc, du coup, on est dans une situation où avoir le choix, on s'en fichait, mais sous prétexte, soi-disant, de nous donner le choix, on va voir que c'était vraiment de l'enfumage. Et bien, finalement, on se rend compte que la facture des personnes qui se chauffent à l'électricité a augmenté de 36% depuis la libéralisation du marché de l'électricité. Ouais. Voilà, ça a été rappelé également par Bastamag, d'accord. C'était effectivement énergie, l'échec annoncé de 10 ans de dérégulation, de 12 juin 2018. Je vous invite à voir cet article. Donc, énergie, l'échec annoncé de 10 ans de dérégulation. On nous dit tel que 11 ans plus tard, donc après cette libéralisation du marché de l'électricité, le bilan n'est guère brillant. La dérégulation n'a pas fait baisser les prix, contrairement aux promesses initiales. Alors, sachant qu'on nous a dit vous aurez le choix, ce dont on se fichait, mais on nous a dit aussi la concurrence va permettre de faire baisser vos factures, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment. Comme on va le voir, c'est encore pire, puisque ce 1er juin, on nous annonce une augmentation de quasiment 6% sur nos factures. Et en fait, quand on creuse, c'est une augmentation de quasiment 20% du tarif de l'électricité. Donc, on nous parle de faire baisser les prix dans les promesses initiales. Or, on nous dit là, sur cet article de Bastamag, et on le retrouve également dans ce documentaire dont je vous parlais tout à l'heure, Main basse sur l'énergie, entre 2007 et 2017, la facture moyenne d'un client chauffé à l'électrique a par exemple augmenté d'environ 36%. D'accord ? Donc, c'est énorme pour un ménage, ça, précaire, potentiellement. Ça, c'est une première chose. Et puis, ce qu'on apprend dans Main basse sur l'énergie, c'est que la facture de gaz a augmenté de 70%. Dans la même période. Donc on est dans une situation où on fait disparaître peu à peu les tarifs régulés et où les gens vont avoir de plus en plus de mal à se chauffer alors que la situation est déjà assez dramatique pour un Français sur 5. Donc si vous voulez, quand on regarde un petit peu ce qui est prévu, on nous dit, je vous cite cet article de Ouest France, pourquoi votre facture d'électricité va augmenter de 80 € en moyenne par an. Ça, c'est justement par rapport à ce projet d'augmenter de 5,9% le tarif réglementé au 1er juin 2019. Alors, sachant que c'est dans les tuyaux depuis un moment, mais qu'avec la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a essayé de temporiser. En juin, ça se voit moins, les gens ne chauffent pas, donc la facture augmente, mais dans une moindre proportion, donc on le voit moins. On pourra voir l'évolution d'ici l'hiver prochain, du coup. D'ici l'hiver prochain, exactement. Donc, en gros, ouais. Cet article de Ouest France, il est intéressant parce que vous y voyez un graphique qui est assez parlant. Et effectivement, vous voyez un graphique, la moyenne de la facture annuelle d'électricité des Français était de 971 € en 2006. Et maintenant, donc, en 2019,
2019, on nous annonce qu'elle va être à peu près de 1 436 €. Alors moi, j'avais fait un calcul, j'ai regardé un petit peu, c'est les chiffres qu'il donnait, j'ai regardé les prix que ça représentait. Ça fait une augmentation de presque 50%, donc 47% et quelques, en 10 ans à peu près, un peu plus que 10 ans, 14 ans. Vous avez une augmentation, en 13 ans, pardon, vous avez une augmentation de 47%, un peu plus de 47% de la moyenne des factures d'électricité françaises, incluant tous ceux qui ne se chauffent pas à l'électrique donc. Aussi. Voilà, donc ça c'est quand même vraiment très important. Et ça c'est depuis 2006, donc juste avant le début de la libéralisation. Donc vous avez finalement une situation où on n'est vraiment pas à l'avantage du consommateur. Et puis là, on touche à quelque chose d'assez ubuesque. Vous en avez un résumé dans cet article que je viens de vous citer, donc je répète le titre, c'est Ouest France, pourquoi votre facture d'électricité va augmenter de 80 € en moyenne par an, qui date du 2 avril de cette année. Et ils nous disent... Tenez-vous, la hausse de 5,9% du tarif réglementé doit permettre de maintenir l'attractivité des fournisseurs alternatifs face à EDF. Cela sert à sauver les petits opérateurs privés au détriment des consommateurs. C'est le délégué général de la CLCV, donc une association de défense des consommateurs, qui souligne, et qui va d'ailleurs apparemment se pourvoir en justice par rapport à cela, EDF vend un quart de sa production d'énergie à une vingtaine d'opérateurs concurrents. Ça a été fait par la loi NOM, d'accord ? C'est une loi de modernisation, soi-disant, du secteur de l'électricité qui date de 2011, mais qui en fait est assez fausse parce qu'en fait, en pratique, on modernise rien du tout. On voit qu'on devait... EDF devait vendre à prix quasiment coûtant, 42 € du mégawattheure, un quart de l'électricité qu'il produisait, c'est-à-dire 100 TWh, à des opérateurs qui sont finalement une très grande majorité des opérateurs virtuels. Ce ne sont pas, mis à part Engie et Total, ce ne sont pas des vraies entreprises, si vous voulez, qui sont capables de mettre en place des productions, des capacités de production. Par exemple, as-tu des noms à nous citer, par exemple Direct Énergie, par exemple. Ouais, voilà. Énergie. Donc tu as des opérateurs purement commerciaux qui font de l'achat et de la revente. Donc ils se font une marge simplement, mais ils n'apportent rien au marché de l'énergie en termes de production. Et en fait, Engie et Total étaient censés bénéficier de ce fameux prix à prix coûtant, si vous voulez, le courant à prix coûtant, pour développer des capacités de production. Mais ils ne l'ont pas fait du tout. En tout ce temps-là, ils n'ont absolument pas investi dans une quelconque capacité de production. Ils ont simplement tiré parti de cette rente qu'ils pouvaient obtenir. C'est-à-dire, je vous invite pour cela à regarder un article de Mediapart qui est très intéressant. C'est « Électricité vers le transfert de la rente nucléaire publique au privé » du 11 mars 2019. Et effectivement, on nous indique là-dedans que même s'il y avait un processus théorique de sanctions pour inciter donc par la Commission de régulation de l'énergie, pour inciter les opérateurs qui bénéficiaient de ce fameux quart de production d'EDF à prix coûtant, pour qu'ils investissent dans des capacités de production, on ne les a jamais sanctionnés quand ils ne l'ont pas fait. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, si on décode, et ça nous l'explique un petit peu dans cet article, ces fameux producteurs d'énergie, cette vingtaine d'opérateurs concurrents, ils ont volé des clients à EDF en baissant, si vous voulez voler, je suis un peu forte là, mais ils se sont rendus plus attractifs par rapport aux tarifs réglementés en fournissant de l'électricité un tout petit peu moins cher que EDF, que tarif réglementé, pour attirer les clients. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, ils disent qu'ils ne peuvent plus fournir à un prix concurrentiel l'électricité à ces clients et qu'ils risquent d'augmenter leurs tarifs et que pour qu'ils puissent ne pas mettre la clé sous la porte, si vous voulez, il faudrait que EDF augmente aussi ses tarifs, sinon leurs clients vont retourner chez EDF. Puisqu'ils sont libres. Donc leurs clients vont retourner chez EDF et pour qu'ils puissent continuer à survivre, eux, il faudrait que EDF augmente ses tarifs pour qu'ils continuent, eux, petits producteurs, pas producteurs d'ailleurs, petits fournisseurs mais pas producteurs, ils continuent à être quand même un peu plus attractifs que EDF tout en ayant la latitude d'augmenter leur prix. D'accord ? Donc on est dans une situation ubuesque où on dit que pour pouvoir fournir de l'électricité théoriquement moins chère grâce à la concurrence aux consommateurs, on doit maintenir un marché concurrentiel qui en fait se traduit en 10-11 ans par une augmentation de 36% du tarif d'électricité en moyenne pour les gens qui se chauffent à l'électrique et
traduit par 70% d'augmentation du prix du gaz, on est là à dire qu'il faut maintenir ce marché concurrentiel et que pour le maintenir, il faut augmenter encore plus les prix, si vous voulez, de l'électricité. Donc on est dans quelque chose d'hallucinant. La concurrence est censée bénéficier aux consommateurs. C'est exactement le contraire qui se passe. On est dans un système vache à lait, où au contraire la concurrence, et pour maintenir la concurrence, on augmente encore un peu plus les tarifs que donc des 20 millions de personnes. Donc on est des 20 millions de personnes qui sont encore chez EDF. Voilà, donc on nous dit cet élément-là. Mais il y a pire. Je vous invite à regarder cet autre article de Mediapart qui s'appelle EDF menacé d'être transformé en bad bank du nucléaire. Ça date du 16 mars 2019. Ça, c'est vraiment très important et c'est une analyse extrêmement pertinente. En fait, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans ? On nous dit que la Commission de régulation de l'énergie, et elle est attaquée en cela par l'autorité donc, qui veille à la concurrence, si vous voulez, le respect de la concurrence en France. Cette autorité, donc cette CRE, cette commission de régulation de l'énergie, eh bien, elle veut effectivement se substituer aux lois, puisqu'elle va en fait décider unilatéralement écréter la possibilité qu'a EDF de fournir à ses clients un tarif régulé. EDF n'aura plus le droit que de facturer 75% de sa production à un prix régulé. Les 25 autres %, elle sera obligée de les fournir au prix du marché. Or, ce prix du marché, il a longtemps été trop bas pour EDF, parce que si on se fie un peu sur ce qui s'est passé dans le temps, vous aviez une moyenne de autour de 35 € du mégawattheure. Donc, nos fameux fournisseurs, quand le prix du marché était plus bas que le prix, si vous voulez, fourni par EDF, eh bien, le prix du marché, les fournisseurs, les opérateurs se fournissaient sur le marché et laissaient à EDF son énergie plus chère, à 42 € du mégawattheure. Par contre, quand le prix de l'énergie était plus cher sur le marché de l'énergie, à ce moment-là, ces opérateurs utilisaient le quota qu'on leur avait alloué pour obtenir à 42 € du mégawattheure l'énergie donc fournie par EDF et la revendaient sur le marché de gros de l'énergie. Donc ils ont fait du business comme ça, en ne courant aucun risque, parce qu'ils ne lançaient aucune production, aucune capacité de production. Ils ne couraient donc aucun risque, ils ne faisaient que de la spéculation, et ils bénéficiaient, quand il y avait effectivement le marché de l'énergie qui était plus important, de ces quotas, et au contraire, ils laissaient tomber, ils ne rachetaient pas à EDF l'énergie qu'EDF pouvait leur fournir à 42 € du mégawattheure, quand le marché de l'énergie était plus bas. Donc on était vraiment dans de la pure spéculation qui profitait des intérêts privés. Et pendant ce temps-là, les frais des consommateurs ont augmenté. Et là, on est en train de nous annoncer une augmentation bien plus importante, puisqu'elle est presque de 20% par rapport au prix du mégawattheure précédemment facturé au tarif régulé, ce qui se traduirait par quasiment 6% et donc 80 € en moyenne de factures supplémentaires pour les usagers. Et tout cela alors que en fait, la Commission de régulation de l'énergie décide unilatéralement, alors que cela relève du Parlement, d'après l'autorité donc de la défense de la concurrence, si tu veux, voilà. Et puis d'après un certain nombre d'associations de consommateurs, d'après la Direction générale des fraudes, etc., etc. Tout cela relève normalement du parlementaire. Or, cette autorité décide unilatéralement de priver EDF d'une partie de sa production en disant il faut qu'il fournisse plus que 100 TWh, d'accord, à ces fournisseurs alternatifs au tarif de 42 € du mégawattheure. Et par ailleurs, ils n'auront pas le droit de fournir à leurs clients plus de 75% au tarif régulé. Et donc, on est dans une sorte de récupération de cette production. Et tout cela s'accompagne sur un fond de privatisation, de projet de privatisation d'EDF, dont on parlera la semaine prochaine, qui va pas du tout être dans notre intérêt. On est dans une situation où on veut scinder EDF, ça a été annoncé par le gouvernement. On va mettre de côté tout ce qui est production
donc production notamment nucléaire et production des barrages, que l'on ne privatiserait plus finalement. Ça, c'est pas une mauvaise chose par contre. Et donc cette privatisation-là, eh bien, elle va être, cette nationalisation, pardon, des pertes potentielles, parce que le nucléaire, on sait que c'est très, très, disons, problématique, hein, beaucoup de maintenance, beaucoup de problèmes avec les fermetures de centrales, beaucoup de problèmes avec l'EPR de Flamanville, avec les EPR d'Hinkley Point, avec ceux qu'on a promis à l'Inde, avec les pénalités qu'on paye déjà à la Norvège. Enfin, donc un gros trou financier qu'on continue en nationalisant à faire assumer par les consommateurs. Et pour ça, eh bien, on va récupérer des sous en privatisant tout le reste, et notamment la distribution, qui est pourtant la vache à lait d'Enedis, d'après un article de Alternative économique datant d'avril 2018, qu'on détaillera à nouveau la semaine prochaine. Donc Enedis, avec la mise en place des Linky, va récupérer de l'argent grâce à ce big data, puisqu'ils veulent devenir un opérateur de big data, comme l'a dit Philippe Montloubou dans le journal du Net le 11 juillet 2017. Et grâce à ça, eh bien, ils vont devenir attractifs. Ils fournissent déjà 82% de leurs bénéfices à EDF pour renflouer les caisses d'EDF, comme dit dans cet article d'Alternative économique dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, ceci sera attractif pour des investisseurs privés. Et par contre, les pertes, on les laisse aux consommateurs. Donc ça, c'est et aux contribuables. Donc ça, c'est très, très important à souligner. On est dans un démantèlement du service public complet et Enedis, avec le Linky, va être effectivement on va dire un morceau de choix pour les investisseurs privés qui pourront en récolter les données et l'argent correspondant. Merci beaucoup, Maud. À bientôt. Bientôt.